l'éthique commande que tout homme, virgule, à tout moment, virgule, en toute condition, devrait agir comme un homme qui est crédible et en conformité avec sa nature rationnelle. Et en conformité avec sa nature rationnelle. L'éthique commande que tout homme, virgule, à tout moment, virgule, en toutes les conditions, devrait agir comme un homme qui est crédible et en conformité avec sa nature rationnelle. Point. Elle étudie comment les actes humains, sont directement liés au but ultime de l'homme. Elle étudie comment les actes humains sont directement liés au but ultime de l'homme. Au but ultime de l'homme ou à sa fin. Elle ne traite pas seulement, je reprends, elle étudie comment abréger, papa, comment c'est exposanté. Vous écrivez en toutes lettres, non. Elle étudie comment les actes humains sont directement liés au but ultime de l'homme ou à sa fin. Point. Allons-y. Elle ne traite pas seulement les activités humaines, elle ne traite pas seulement les activités humaines, elle ne traite pas seulement les activités humaines. Quand on dit elle ne traite pas, elle ne juge pas. Elle ne traite pas, elle ne juge pas seulement les activités humaines, mais elle s'emploie à les orienter. Elle ne traite pas, virgule, ne juge pas les activités humaines, mais elle s'emploie à les orienter. Oui. Merci, pasteur. Elle s'emploie à les orienter. Elle vise à les orienter. Elle veut les orienter. Point. Elle ne s'arrête pas à contempler la vérité. Elle ne s'arrête pas à contempler la vérité. Elle ne s'arrête pas à contempler la vérité, virgule. Elle ne s'arrête pas à contempler la vérité, virgule. Mais elle applique ces vérités, aux actes de l'homme. Mais elle applique ces vérités aux actes de l'homme. Virgule. Mais elle applique ces vérités aux actes de l'homme. Virgule. Fournissant la connaissance nécessaire, pour que l'homme puisse agir d'une façon morale.
pour que l'homme puisse agir d'une façon morale. Bref, l'éthique étudie l'agir humain. Bref, l'éthique étudie l'agir humain à partir d'une perspective morale. L'éthique étudie l'agir humain. L'agir humain. À partir d'une perspective morale. Nous avons dit que la morale, d'après Socrate, le but de la philosophie, nous avons dit que d'après Socrate, le but de la philosophie, c'est la poursuite d'un savoir vrai en vue d'un agir juste. Ça, c'est d'après Socrate. La philosophie vise quoi? Qu'est-ce que la philosophie cherche? Qu'est-ce qu'un philosophe cherche d'après Socrate? Il cherche un savoir vrai en vue d'un agir juste. Donc, d'après lui, l'homme agit d'une manière injuste, d'une manière amorale, par ignorance. Si l'homme pouvait connaître le vrai, le bon, le juste, il agirait correctement. Alors, qui doit nous donner cette connaissance vraie pour qu'il puisse agir d'une manière moralement juste? C'est l'éthique. L'éthique va aborder la question de conduite, de comportement, de valeurs. L'éthique va fournir à l'homme un certain nombre de valeurs qui lui serviront de référent dans sa conduite, mais qui vont également lui permettre de juger ses propres actes, mais aussi les actes des autres et de se situer par rapport à autrui. C'est cela, en fait, la raison d'être de l'éthique. C'est plus l'éthique a une préoccupation morale. Elle examine la question de conduite des hommes à partir d'une perspective morale. Pourquoi? Parce que, d'après Socrate, la philosophie poursuit un savoir vrai en vue d'un agir juste. Donc les hommes se méconduisent. La question d'ignorance, c'est une question d'ignorance. Alors je pose la question, pensez-vous que Socrate a raison? Il faut toujours discuter. Pensez-vous que celui qui sait que ce voler est mauvais ne volera pas? Parce que d'après Socrate, si quelqu'un vole, c'est parce qu'il ignore que voler c'est mauvais.
Mais si jamais quelqu'un lui disait que voler c'est mauvais, il ne volera plus. D'après Socrate. Est-ce qu'il a raison? Oui. Il n'a pas entièrement raison, mais il peut avoir aussi raison. Parce que la connaissance libère, la connaissance aide. Mais à côté de la connaissance, il y a aussi la volonté de pratiquer ce qu'on connaît. Et lorsque l'homme n'a pas cette bonne volonté de pratiquer ce qu'il connaît, ça ne va pas marcher. C'est le cas des politiciens congolais. Ils savent que détourner l'argent est une mauvaise chose, mais ils détournent. Et ils sont aussi scientifiques avec des gros diplômes. Donc, ces moments-là, nous allons dire que lorsqu'il n'y a pas la volonté, on n'applique pas ce qu'on connaît. Il ne parle même pas de voler l'argent de l'État, mais il trouve un euphémisme. On a détourné, désaffecté. Mais non, il faut dire, tel ministre a volé l'argent de l'État. Éviter cet euphémisme édulcorant. La philosophie poursuit un savoir vrai en vue d'un agir juste. Donc, d'après Socrate, les hommes agissent mal par ignorance. Il suffit, oui, c'est ça l'ignorance. Il suffit qu'on enlève, on balaye cette ignorance et qu'on la remplace par un savoir vrai. Les hommes agiront d'une manière juste. Alors j'ai posé la question de savoir, est-ce que cela est vrai? Le pasteur a répondu, oui, dans une certaine mesure, parce que la connaissance libère. Mais non, de l'autre côté, parce que l'homme est un être évolutif. Il peut ne pas, au nom de sa volonté, faire ce que son intelligence reconnaît comme juste. Il a donné l'exemple de nos gouvernants, pas tous, certains de nos gouvernants. Ils ont été traités bien éduqués, bien instruits. Ils savent pertinemment bien que prendre l'argent de l'État, ce n'est pas bon. Mais cela ne les empêche pas non plus de voler. Et pour éviter le choc, ils ont trouvé un euphémisme qui ne choque pas trop, détourner. N'est-ce pas? Quand on dit que tel ministre a détourné, ce n'est pas très fort. Que si jamais on disait tel ministre a volé. Pouvez-vous justifier, pouvez-vous apprécier la position de Socrate partant de la Bible? Le chapitre 7 de l'épître de Paul aux Romains taille en brèche cette déclaration de Socrate. Car Paul dit, le bien, je le sais, n'habite pas moi. Je sais que la loi est bonne. Je l'aime. Je veux même accomplir cette loi. Mais je trouve dans mes membres une loi contraire à la loi de mon entendement. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul commence par établir un principe. Nous devons distinguer deux choses, connaître et avoir la capacité de faire. L'apôtre Paul dit, celui qui connaît la loi n'est pas nécessairement capable de l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre loi dans ses membres. La loi du péché et de la mort qui est contraire à la loi de son entendement. Alors il dit que pour sortir de cette difficulté, nous avons besoin d'une autre loi qui doit intervenir, la loi des vies. C'est la loi de l'esprit qui se trouve au chapitre 8. La loi de l'esprit, c'est elle qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Alors, maintenant, seulement quand on a
on est dirigé par le Saint-Esprit, on pourra alors dire non au péché volontairement. Donc la liberté n'est possible que lorsque l'homme est dirigé par l'Esprit. Ici, lui dit, celui qui connaît agira bien. C'est ce que Socrate veut dire. Seuls les ignorants agissent mal. Et Paul dit, non, on peut connaître ce qui est bon et ne pas être capable de le faire. Parce qu'au-delà de la connaissance, on a besoin d'un pouvoir. Le péché agit en nous comme une force de pesanteur. Imaginez-vous un oiseau qui est cloué au sol parce qu'il est mort. Il est retenu par la pesanteur. Mais il suffit qu'on communique la vie à cet oiseau va voler plus haut qu'il voudra. Et s'il doit descendre sur la terre, c'est par sa décision personnelle, pas par la force de la pesanteur. Ainsi en est-il d'un homme. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est spirituellement mort. Même s'il connaît ce qui est bien, il ne pourra pas le pratiquer. Parce que le mal le retient comme une force de pesanteur. Mais le jour où il va accepter Jésus, et qu'il va recevoir la vie de Dieu en lui, cette vie va nous permettre de s'élever au-dessus de la pesanteur du péché. Et même l'apôtre va plus loin, il dit, aucune tentation qui vous est survenue qui n'ait été humaine. Et même alors, dans la tentation, Dieu permettra une voie de sortie. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu essaient de mettre le brin à leur fusible. Donc, Dieu a placé en chacun de nous des fusibles. Il y en a qui ont des fusibles. Attention, 10, 20, 30, 50. Alors, lorsque la tentation vient, Dieu sait que si ça dépasse 10 ampères, tu vas te brûler, la fusible saute. Vous êtes protégés. Il y en a qui peuvent supporter 10 ampères parce qu'ils ont des fusibles de 20, etc., etc. Mais il y a des gens qui ont de faibles fusibles, mais qui essaient de les renforcer avec des brins. Et quand la tension passe, ils sont grillés. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, est-ce que je me fais comprendre? C'est ça la vérité. Dieu nous aime. Il ne veut pas que les péchés nous grillent. Et il a mis en nous des dispositifs de protection. Quand il y a surtension, ça compte. Alors ne mettez pas de physique. Vous allez vous demander où sont ces physiques. Dieu agit sur le temps et sur les circonstances. Si vous êtes exposé à la tentation d'immoralité sexuelle, vous avez fixé rendez-vous à 14 heures. Dieu sait que si vous arrivez à cet endroit-là, vous serez grillés. Il va ordonner à la pluie de commencer. Cette pluie se pose à vous comme une sorte de fusible pour ne pas aller au rendez-vous. Alors nous mettons le brandy, nous mettons le brin, nous renforçons les choses en faisant venir un taxi express, en portant les perméables. Nous y allons en disant Dieu protège-moi. Ça ne marchera pas. Quand je dis que la morale est située, je voudrais simplement dire que la morale fait partie de la culture. Et nous n'avons pas une culture universelle. Je viens de lire un livre ce matin sur la sociologie, où on parle de la culture réelle, la culture idéale, et la culture locale, la culture universelle. Il n'y a pas de culture universelle. Il n'y a pas une morale universelle.
Sauf lorsque nous entrons dans une structure donnée et nous nous définissons par rapport à cette structure. Par exemple, j'entre dans le christianisme. Je me définis en tant que chrétien. Ma morale, quoi que je sois congolais ou l'autre coréen, nous aurons une même morale. Parce que nous avons un même corps. Tout dépend de la structure dans laquelle nous nous insérons. Si, normalement, si moi, j'estime que d'après la Bible, la zoophilie n'est pas bonne, que je sois au Congo, que je sois au Canada ou en Espagne, en tant que chrétien, je dois dire non à la zoophilie. Là, c'est universel par rapport à la structure à laquelle on n'a pas. Mais elle est parcellaire lorsque nous considérons nos cultures d'origine. J'ai dit, seul le Saint-Esprit nous donne la force pour vaincre le mal. Il y a en nous ce qu'on appelle, en théologie, ce qu'on appelle la corruption totale de l'être humain. Les calvinistes parlent de la corruption totale de l'être humain. Les pélagiens et les sémipélagianistes estiment que l'homme n'est pas totalement corrompu, il est partiellement corrompu. Pour les calvinistes, l'homme étant totalement corrompu, il ne peut pas participer à son salut, il ne peut pas contribuer. On exclut toute possibilité d'une synergie humano-divine. Et d'après les calvinistes, le salut est l'initiative de Dieu. Il est donné par Dieu, il est sécurisé par Dieu. L'homme n'apporte rien. Même la foi qui lui permet de saisir cette grâce, lui est communiquée par Dieu. Même sa volonté ne joue pas tellement parce qu'il y a la grâce efficace. Vous voyez, tout part de Dieu est achevé par Dieu. Ce que refusent les pélagianistes et les sémi-pélagianistes qui estiment que l'homme n'est pas seulement corrompu et il peut participer à son salut s'il veut. Est-ce que j'ai fait? Bon, vous aurez ça dans le cours que va donner le docteur Sita sur la sotériologie. Ce sont des choses compliquées. Bien aimé, je crois que lorsqu'on lit calmement l'épître romain, vous comprendrez que non. Ça, c'est mon point de vue. Les calvinistes doivent avoir raison. Ouais, je ne veux rien dire, mais vous verrez ça dans la suite. Je ne suis pas... Les calvinistes ne sont pas pour la synergie humano-divine. La synergie humano-divine signifie que dans mon salut, Dieu a sa part, moi j'ai aussi ma part. Vous comprenez? Alors si moi je ne remplis pas ma part, je n'aurai pas de salut. Mais, papa, la Bible dit dans Romains 9, versets 15 et 16, car cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. À qui? Tout se complique. Oui, exactement. C'est ça que vous dites. Ça, c'est les pélagiens et les semi-pélagiens. N'est-ce pas? Ça peut être ici des versets comme cela. Mais quand cela ne tienne, Paul est en train de prêcher devant, à côté d'une rivière, avec un groupe de gens. Et la Bible dit que Dieu ouvrit l'esprit à ceux qui étaient prédestinés au salut pour qu'ils croient. Donc, tozala biso tozoyoka afunguli a sauté, oui, afunguli
sauter, elle dit, nous allons réchauffer le fait, Bon, nous revenons à notre cours. La philosophie poursuit un savoir vrai en vue d'un agir juste. Ça, c'est d'après Socrate. Donc, si les gens agissent mal, d'après Socrate, c'est à cause de quoi? De l'ignorance. Mais Paul dit, si les gens agissent mal, c'est à cause de quoi? De la loi du péché. De la nature corrompue que nous avons, qui est caractérisée par une propension au mal. Nous sommes constamment tournés vers le mal. C'est plus naturel que nous fassions le mal, mais c'est miraculeux que nous fassions du bien. Donc, lorsque l'homme agit mal, cela ne devrait pas nous étonner. Mais ce qui devrait nous étonner, c'est de voir l'homme agir d'une manière juste. Alors, pour permettre à l'homme de pouvoir juger la conduite, sa propre conduite et celle des autres, c'est comme ça qu'on a mis sur pied ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique. C'est au nom de l'éthique qu'on va parler de la déontologie, etc., etc., des règles qui devraient orienter l'agir d'un homme qui fait partie des métiers d'homme donné. Déontologie professionnelle, déontologie médicale, déontologie de l'enseignant, déontologie du magistrat, déontologie. Normalement, ça c'est mon point de vue, la Commission nationale d'éthique devrait normalement être dirigée par des théologiens et des philosophes. Ceux qui ont fait la philosophie morale. Êtes-vous au courant qu'en Espagne, on vient de dépénaliser la zoophilie? En Espagne, on a dépénalisé la zoophilie. On a dit un homme ou une femme peut avoir des rapports sexuels avec une bête et ne pourra pas être puni par la loi, sauf si il venait à blesser la bête pendant leurs ébats sexuels. Vous voyez que l'intelligence ne produit pas que de bonnes choses, mais lorsqu'elle est obscurcie par le Dieu de ces siècles, l'intelligence peut également produire des monstruosités. Oui, pasteur. Bon, je crois que le problème qui est là, parce que ta préoccupation, mais moi j'aurais souhaité qu'on se pose plutôt la question de savoir quelle est la place de l'Église et quel type de combat mène-t-elle dans ces pays comme celui-là. Quelle est la place des autres religions? Tout ça, c'est quoi? C'est la conséquence de la sécularisation de la société. La société totalement sécularisée. C'est-à-dire Dieu est évacué. Dieu est évacué de cette société. L'homme se laisse diriger par lui. Vous ne voyez pas même ce qu'on dit dans Romains chapitre 1er. Ne s'étant pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour qu'ils fassent des choses infâmes, qu'ils utilisent la femme d'une manière anormale. L'homme va avec l'homme, la femme va avec la femme. Des relations contre nature. Alors dans la traduction, parole vivante de Alfred Kwan, il dit, parce qu'ils ne se sont pas souciés, intéressés de connaître Dieu, Dieu les a aidés à s'égarer et à faire des choses monstrueuses, des choses contre nature. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Vous voyez, donc là on nous montre que le péché imbécilise les hommes. Je reprends, le péché imbécilise les hommes. Le péché rend l'homme imbécile, il va même plus loin. Il l'animalise. Lisumu eloko mabe esaka mutu zoba ememaka ye na bonyama. Kutu ntango mosusu nyama akomaka mayele koleka mutu na masu. Parce que na Esaïe nzambe alobi Israel amayele te ata nkunda ayebi mokonzi na ye ngomba ayebi esika balesaka ye Israel etina te. Ozomona po mokolo moko te komona mbwa mobali amateli mbwa mobali ososo ya mwasi azobeta mososo ya mwasi lipapa mpe amateli sikoyo motu bakomotia yo motere na si omoto bonyama bonyama kosalanga te. Je pose la question, qui a déjà prêché sur l'homosexualité à l'église? Qui a déjà prêché sur ça? Non, non, un sermon. Il est plus qu'urgent que nous puissions commencer à parler de ça. Il n'est pas bon de livrer un combat d'arrière-garde. Il faut livrer un combat d'avant. Factionnons le peuple de Dieu. Sachez qu'elle se pratique déjà dans l'église. Moi, je suis allé donner une conférence à la Cité Verte et j'ai parlé sur les défis éthiques que soulève la post-modernité. À la fin, des hommes de Dieu m'ont approché pour me dire des choses qui m'ont donné la chair de poule. Un homme de Dieu qui avait dans son église un membre très engagé, très fidèle, très ponctuel. Il avait sa place qu'il avait l'habitude d'occuper. Et lorsque cet homme donnait sa dîme à la fin du mois, le cœur du pasteur était tranquillisé. Chaque fois que cet homme donnait ses offrandes, l'église n'avait aucun souci pour payer son loyer, son courant et l'eau. Vraiment, il était, entre guillemets, une bénédiction pour cette église. Et bien un jour, cet homme va inviter les pasteurs chez nous. La table était dressée. Ils ont mangé copieusement. Et le type lui dira, pasteur, as-tu besoin d'argent? Je dis, mais même Jésus, tout Dieu qu'il était, il avait un trésorier. On ne va pas avoir un trésorier pour garder 10 000 francs. On va engager un trésorier quand on a beaucoup d'argent à garder. Moi aussi, j'ai besoin d'argent. Voilà. Il y a de l'argent qui traîne dans la vie, qui ne cherche que le même pour le recevoir. Alors, pasteur, si tu as vraiment besoin d'argent, je te demande une seule chose. Prêche à l'église. Dis que l'homosexualité est un péché comme voler, se fâcher, mentir, tricher, comme tu veux. C'est tout. Si tu acceptes de prêcher comme ça, tu me donnes ton numéro de compte. Demain, tu me donnes également le numéro de compte de l'église. Demain, on fait le premier virement sur ton compte et sur celui de l'église. Et puis, ton église va connaître une croissance, l'ordre sera donné. Les gens vont affluer dans ton église. Le pasteur a dit, merci, mais moi je ne change pas mon évangile. Je continuerai à dire aux gens que l'homosexualité est une abomination. Une infamie. Le type a dit, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Le pasteur est rentré et le type
a arrêté de venir au culte. Nous ne savons pas il est allé dans quelle église. Depuis ce jour-là, ça devenait difficile pour les pasteurs de payer le loyer, payer l'eau, payer l'électricité et de vivre. Dans la vie, il faut, dans la vie chrétienne, dans 1 Pierre 4, verset 1, il est dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Vous êtes prêt à souffrir. Si vous aimez la facilité, vous allez verser facilement dans la compromission. La logique est l'étude systématique. La logique est l'étude systématique de la structure générale d'un raisonnement pertinent et des arguments. De la structure générale d'un raisonnement pertinent et des arguments valides. Et des arguments valides. Point. C'est l'étude des méthodes et principes. C'est l'étude des méthodes et principes. C'est l'étude des méthodes et principes utilisés pour distinguer le bon entre parenthèses correct, fermez la parenthèse, pour distinguer le bon, et puis vous ouvrez la parenthèse, vous mettez correct, vous fermez la parenthèse. Du mauvais, vous distinguez le bon du mauvais. Après mauvais, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez incorrect, fermez la parenthèse. C'est l'étude des méthodes et principes utilisés pour distinguer le bon du mauvais raisonnement. Le bon, entre parenthèses, correct, fermez la parenthèse. Du mauvais, entre parenthèses, incorrect, fermez la parenthèse, raisonnement. Point. Elle nous fournit les critères pour corriger les raisonnements. Elle nous fournit les critères pour corriger les raisonnements et tester la rectitude des arguments. Elle nous fournit les critères pour corriger les raisonnements et tester la rectitude des arguments. Et tester la rectitude des arguments. Elle nous fournit les critères pour corriger les raisonnements et tester la rectitude des arguments. Rectitude des arguments. Point. La logique examine comment la pensée fonctionne. La logique examine comment la pensée fonctionne. La logique examine comment la pensée fonctionne. Et elle définit les critères de validité de ces arguments. À la ligne. La logique peut être déductive ou inductive. La logique peut être inductive ou déductive. Parce que quelqu'un peut argumenter partant de l'universel vers le particulier.
Parce que quelqu'un peut argumenter partant de l'universel vers le particulier. En parenthèse, déduction. Parce que quelqu'un peut argumenter partant de l'universel vers le particulier. Ouvrez la parenthèse, déduction, fermez la parenthèse. Ou du particulier vers l'universel. Ou du particulier vers l'universel. Ou du particulier vers l'universel. Entre parenthèses, l'induction. La déduction est un raisonnement pur. La déduction est un raisonnement pur. La déduction est un raisonnement pur. Tandis que l'induction recourt à l'expérience et à l'observation. Tandis que l'induction recourt à l'expérience et à l'expérimentation. À l'expérience et à l'observation. Lorsqu'un homme raisonne, il utilise ce qu'on appelle les arguments. Chaque fois qu'on te dit, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et puis on te dit, je ne suis pas d'accord, on te dit, justifie ta réponse. C'est-à-dire, avance tes arguments. Alors, il y a une science, il y a un champ dans la philosophie qu'on appelle la logique. Cette branche a pour mission examiner le raisonnement de tout le monde pour voir si les conclusions auxquelles ils arrivent sont valables et critiquement fondées. Est-ce que ces conclusions auxquelles ils arrivent sont valables? Est-ce que si nous les soumettons à la critique, vont-elles résister? Alors, la logique essaie de voir le fonctionnement de l'esprit. L'esprit entendu, le niveau élevé de la pensée. Alors, on nous dit que généralement, lorsqu'un homme réfléchit, lorsqu'un homme raisonne, en fait, quand on dit réfléchir, c'est quoi d'après vous réfléchir? Réfléchir vient du physique, vient de la branche qu'on appelle la physique. Quand on projette la lumière sur un miroir, qu'est-ce que le miroir fait? Le miroir réfléchit la lumière. On a vu ça en physique, en 4e des humanités. Il y a la réflexion. La réflexion voudrait simplement nous renvoyer à la suspension de ce qui est dit pour le réexaminer avec notre logique, avec notre raison. Il y a des choses qui sont généralement admises. Il y a des choses qui sont généralement acceptées, sans réflexion. Maintenant, nous suspendons ce genre de vérités qui nous étaient transmises sans réflexion et nous les passons au crible de la raison. Ce sera la réflexion. Et quand nous aurons suffisamment raisonné, nous allons arriver à une vérité. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que nous ne nous sommes pas trompés dans notre réflexion? Nous venons auprès des logiciens qui vont examiner notre point de départ et le cheminement que nous avons suivi
pour arriver là où nous sommes arrivés, pour que la vérité que nous avons découverte soit universelle et puisse résister à la critique, soit universellement valide et critiquement fondée. Il faut que la vérité, au bout de notre raisonnement, au bout de notre réflexion, soit universellement valide et critiquement fondée. C'est le travail de la logique. Alors on nous apprend que généralement, lorsque l'homme raisonne, il peut soit procéder par la déduction, soit procéder par l'induction. Pour la déduction, il parle du général au particulier. Tandis que pour l'induction, nous partons du particulier au général. On nous dit que ça, c'est un raisonnement pur. Mais ici, on recourt à deux choses. L'expérience et quoi? Maintenant, je vous pose une question. D'après vous, la philosophie doit se placer à quel niveau? Au niveau du raisonnement pur ou du raisonnement fondé sur l'expérimentation et l'observation? Hein? Raisonnement pur. Parce que la philosophie doit être partout. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des laboratoires où on peut vérifier les propositions philosophiques? Vous verrez souvent que les gens raisonnent d'une manière ou d'une autre. Et parfois, les conclusions auxquelles ils arrivent vous paraissent être intéressantes. Mais si vous repartez de leur point de départ, vous suivez leur argumentaire, à la fin, vous vous rendrez compte que ce n'est pas vrai. Notamment les cas des sophistes. Il y a des gens qui parlent, à la fin, vous vous rendez compte qu'ils n'ont rien dit. Allez peut-être dans les tribunaux, vous voyez comment les avocats parlent. Il y a beaucoup d'avocats qui sont des sophistes. Il parle, bon discours, bien rafistolé, parle, gesticule. Il essaie d'impressionner les juges. Au finish, il n'a rien dit. Il n'y a pas de consistance. C'est creux. Et par contre, il y en a d'autres qui viennent, qui disent le droit avec pertinence. Et les conclusions auxquelles ils arrivent sont universellement valides et critiquement fondées. Considérant ceci, considérant cela, vu la loi, dans son article tel, il y a ça et ça et ça et ça. Il y a eu aussi à telle période, un tel cas semblable qui a été traité à telle cour,
s'est posé de telle manière. Et voici ce que les juges ont dit. Au nom de la jurisprudence, nous pensons pour notre part que le juré ferait mieux de prendre ces éléments dans sa critique et dans son appréciation. Vous serez d'avis avec moi que cet homme n'a jamais rien fait de mal. Voilà 50 ans qu'il est sur la terre. Mais pour une fois, il s'est trompé. Ne pensez-vous pas que le juré ferait mieux de lui accorder des circonstances atténuantes? C'est un père de famille. Il a 10 enfants. La société fait déjà face au phénomène des enfants guéris. Prendre cet homme, l'enfermer dans une prison, l'État ne continuerait-il pas à renforcer ce phénomène que nous déplorons tous, pas plus tard que hier? Tel juge a été attaqué. Et ce matin, tel greffier a été maltraité. Voudriez-vous encore renforcer cette armée? Comment sortirons-nous de ces lieux? Oh juge! J'en appelle à votre sens de responsabilité. Je sais que vous êtes prévenant. Je sais que vous tenez à la sécurité des autres. Je sais. Oh, maître, ça va, ça va. Elle va te dire l'objection. Mais le juge est déjà touché. Et oui, il n'a pas tort. Hein. Il n'a pas nié les faits, mais c'est pour une première fois. Ça va arriver à tout le monde. Ça va aller de 10 ans, on va les condamner à 5 ans. Mais même quand on les condamne à 5 ans, l'avocat n'est pas content. L'avocat cherche toujours qu'on élargisse son client. Ne trouvez-vous pas que 5 ans c'est beaucoup? Voilà. Donc nous sommes obligés de nous arrêter là. Maintenant, nous passons à l'autre chapitre. Quel est le prochain chapitre? Quelle est la méthode qu'on utilise en philosophie, je crois? Vérifiez un peu. Il n'y en a pas ici. Il n'a pas bien de prendre les cours. Vous me devez des TP. À me remettre le jeu. Le 2 TP. Quand j'aurai fini mon cours, je prendrai vos notes. Je vais aussi côté. Vous savez, quel jour, je ne suis pas venu ici quel jour? Ça, vendredi. J'étais en train d'interroger les étudiants d'IPL, mais j'étais frustré. Nous sommes au 4e. Ah, la méthode. Hein? Oui. Nous parlons maintenant de méthode. Hein? Quelles sont les méthodes? Oui, parce que j'ai constaté que l'étudiant ne suivait pas les cours. Pourquoi et comment je l'ai su? Parce que je lui ai simplement posé la question de savoir quelle était la raison d'être du cours d'éthologie dans sa formation en médecine vétérinaire. Il n'était pas capable de lui répondre. Et pourtant, c'était à l'introduction du cours. Nous avons défini ce que c'est que l'éthologie et nous avons montré l'importance de ce cours dans sa formation en tant que médecin vétérinaire. Donc, s'il avait assisté au cours, il pouvait répondre.
Deuxième chose, on ne peut mieux répondre aux questions que lorsque on a pris de bonnes notes. Quand on vous pose la question, vous commencez par situer. Alors, se trouver dans quel chapitre? Vous passez ça en revue, dans votre mémoire, vous répondez. Donc, la logique est très importante parce que nous pouvons avoir des vérités apparemment justes, apparemment valides, apparemment soutenables, mais lorsqu'on reconsidère les raisonnements qui ont conduit à cette vérité, si le raisonnement est faux, la vérité qu'on nous présente est également fausse. Et pour juger la validité de raisonnement et de résultats auxquels nous ont conduit ces raisonnements, nous faisons un examen de logique. Voilà. Donc la logique juge le mode de raisonnement, la pertinence de raisonnement et la validité des résultats auxquels ces raisonnements ont conduit, ont abouti. Pour que la vérité soit acceptée, il faut qu'elle soit universellement valide et critiquement fondée. Est-ce qu'on a encore besoin d'autres explications? Voilà. Maintenant, nous passons au 4e chapitre. Chapitre 4. La méthode. Quelles sont les méthodes? Quelle est la méthode de la philosophie? Nous avons déjà répondu à cette question en passant. Qu'est-ce que nous avons dit au sujet de la méthode en philosophie? Quelle est la méthode philosophique? Nous avons dit que la méthode philosophique est une méthode réflexive. Vous notez d'abord ça. La méthode propre à la philosophie est la méthode réflexive. La méthode propre à la philosophie est la méthode réflexive. Nous revenons un peu en arrière. Maintenant, vous notez premier point 1. Qu'est-ce qu'une méthode? Là, je vous laisse le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'une méthode? Oui. Ensemble de procédés. Non, il n'a pas fini. Très bien. Pour obtenir ce qu'on veut chercher. Très bien. Ok, qui peut encore ajouter? Oui, pasteur? Très bien. Oui, pasteur? Marche à suivre ou la voie à suivre pour atteindre son objectif. Oui, pasteur? Un cheminement guidé cohérent en vue de résoudre un problème scientifique. Oui, pasteur? Oui, ensemble de moyens qu'on met en place pour aboutir à une explication. Très bien. Oui, pasteur?
Procédure engagée pour aboutir à un résultat. Très bien. C'est aussi une démarche qu'on emprunte pour atteindre un but. Je suis d'accord avec vous. Vous avez déjà les cours de méthode de recherche et scientifique? Oh, mais comment vous avez pu répondre à cette question? Ailleurs, oui. Merci. Méthode, méthodos, voie, chemin qui conduit vers un but, un objectif. Processus, étapes successives, raisonnées. Donc, en grec, méthodos signifie la voie, le chemin qui conduit vers une destination donnée. Et pour ceux qui font la science, vers un but. Mais en latin, ça vient du mot processus, qui signifie ensemble d'étapes raisonnées qui nous conduisent vers un but. Ensemble d'étapes raisonnées pour atteindre un but. Et d'après L, vous mettez d'après L, virgule, M, point. Bon, vous notez d'abord, méthode vient du grec méthodos, qui signifie voie, qui signifie chemin à suivre pour atteindre un but. Mais ça vient aussi du latin processus, qui signifie ensemble d'étapes raisonnées pour atteindre un but. Étapes successives raisonnées pour atteindre un but. À la ligne. La méthode est un ensemble de procédés raisonnés. La méthode est un ensemble de procédés raisonnés. La méthode est un ensemble de procédés raisonnés. La méthode est un ensemble de procédés raisonnés pour atteindre un but. C'est un ensemble de procédés raisonnés pour parvenir à un but, virgule. Que ce soit par une argumentation quelconque, que ce soit par une argumentation quelconque, que ce soit par une argumentation quelconque, virgule, une démonstration scientifique,
virgule, ou encore l'enseignement d'une discipline, ou encore l'enseignement d'une discipline, ou encore l'enseignement d'une discipline. Point. Ouvrez la parenthèse, je vous donne la référence où j'ai tiré cette définition. Vous mettez L en majuscule. L. Vous mettez un trait d'union. Vous mettez M en majuscule. M comme maman. M en majuscule. Point. Et puis vous écrivez M-O-R-F-A-U-X. Morpho. Puis toujours là, c'est le nom. M-O-R-F-A-U-X en majuscule. Morpho. J'ai épelé, non? Pourquoi vous regardez chez les voisins? J'ai épelé. M-O-R-F-A-U-X, virgule, J comme Jean, point. Le franc, le franc congolais maintenant, le franc. Le franc. Comme franc congolais, le franc. J point, le franc. En un seul mot, le franc. J point, le franc. Franc congolais comme le franc. En un seul mot. Naïvité. Mais nga na lobi ndenge bakomaka franc congolais. Soko lingo tia C otie, soko lingo tia K otie. Soko tia B otie. Mais nga na lobi le franc. Virgule, vocabulaire au pluriel, vocabulaire de la philosophie. Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines. Vocabulaire au pluriel de la philosophie et des sciences humaines. Virgule. Paris. Virgule. Paris. Virgule. Armand Colin. Armand comme Babenga Bakomaka. Armand. Armand Colin. Colin double L. Armand Colin. Colin I-N à la fin. Armand Colin. Le nom de l'édition. Armand Colin, virgule, 2007, l'année, virgule, P, point, 343, point, P, point, 343, point. J'ai donné l'auteur, j'ai donné la ville, j'ai donné l'auteur, j'ai donné l'ouvrage, j'ai donné la ville, j'ai donné la maison d'édition, et je donne l'année, et là-bas, souligner l'ouvrage. Vous allez souligner à partir des vocabulaires, c'est ça l'ouvrage qu'il faut souligner. Jusqu'à sciences humaines. Pour ceux qui sont en préparatoire, vous avez un cours d'initiation à la recherche scientifique? Non. Je viens d'oublier le nom de l'auteur.
je vais le revoir après. Lui, il a défini la méthode comme un ensemble. Non, lui, il a défini ça. Ça m'a fait rire. J'ai dit, mais les gens continuent à raisonner. Et la méthode, c'est un ensemble d'hypothèses et de variables pour expliquer un phénomène. Ah! Je dois vous avouer que c'est la première fois que j'ai lu une telle définition. Ensemble d'hypothèses et de variables pour expliquer un phénomène. C'est comme tu dirais, si dans votre hypothèse, on ne voit pas de variables explicatives qui feront l'objet de vérifications dans la partie empirique, pour lui, l'hypothèse n'est pas bien formulée. Nous n'avons pas cessé d'apprendre. C'est pourquoi nous devons continuellement lire pour apprendre. Ok? Maintenant, nous allons passer à un second moment. Vous notez, après la définition, deuxième point, méthode, méthode. Vous notez maintenant la méthode scientifique. Il y a une différence entre la méthode scientifique et la méthode philosophique. C'est pourquoi nous devons d'abord commencer par voir ce que c'est que la méthode scientifique. Après seulement, nous verrons ce que c'est que la méthode philosophique. Là, quand nous aurons vu les deux, nous pourrons alors chacun à sa manière faire la comparaison. Ça, je ne donnerai pas, vous le ferez vous-même. Comparez-moi la méthode scientifique et la méthode philosophique. Lorsqu'on compare quelque chose, on cherche soit le point de convergence, soit le point de divergence, soit les deux à la fois. Est-ce que c'est clair? Vous ne pouvez comparer que si vous comprenez les choses. On dit que la méthode comparative est une méthode difficile à utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle pose le problème des catégories à comparer. C'est pourquoi quiconque, je parle d'une façon générale, je ne vous demande pas de noter. Parce que je dis qu'il y aura un moment où je vous dirai de comparer les deux méthodes. Moi, je ne le ferai pas à votre place. Je donne en quoi consiste la méthode scientifique, en quoi consiste la méthode philosophique, je m'arrête là. Mais vous continuerez le travail pour le comparer. Ça, c'est votre apport. C'est parfois bien de connaître les questions avant. N'est-ce pas? Moi, je ne vais pas poser des questions en dehors de ce que je donne. Je donnerai toujours les questions dans ce que nous apprenons. Alors, je disais que, avant de parler des méthodes scientifiques, il y a une méthode qu'on appelle en recherche en sciences sociales la méthode comparative. Elle consiste à comparer des choses, des religions, des phénomènes, etc., etc. Mais on dit que c'est une méthode peu usitée parce que c'est une méthode complexe. À quel niveau se pose la complexité de cette méthode? Elle est difficile à utiliser parce que elle pose toujours un problème de définition au préalable des catégories à comparer. C'est pourquoi on dit aux chercheurs, pour éviter que vous soyez embêtés par un jeu de questions,
il faut déjà dire dès le départ quelles sont les catégories que vous comptez combattre et pourquoi. Vous devez motiver votre choix. Comme ça, dans la suite, quand vous allez comparer les choses, personne ne va s'opposer à vous parce que vous avez défini votre champ. Par exemple, vous voulez étudier le ministère des guérisons dans l'église chrétienne. Car les églises pentecôtistes et devient l'homme. Une approche comparative. Vous devez déjà définir, vous allez voir quoi. Quelles sont les catégories que vous allez maintenant comparer. Première catégorie, doctrine. Qu'est-ce que ceci enseigne sur la maladie? Qu'est-ce que les autres enseignent sur la maladie? Quels sont les points de convergence? Quels sont les points de divergence? Qu'est-ce que ceci enseigne sur la guérison? Qu'est-ce que les autres enseignent sur la guérison? Point de convergence, point de divergence. Ainsi de suite. Liturgie. Comment procède ici? Comment procède là-bas? Répartition des responsabilités. Qui conduit le ministère? Qui conduit de l'autre côté? Symbolique. Quels symboles qui sont utilisés ici? Quels symboles qui sont utilisés là-bas? La part du patient. Que fait le patient ici? Que fait le patient là-bas? Etc., etc. Et à la fin, vous allez tirer votre conclusion. Que ils se retrouvent tous sur tel point, et ils divergent à tel niveau, c'est fini. Dans les sciences sociales, l'essentiel, c'est d'arriver à une explication et ou à une compréhension, mais en utilisant les méthodes. C'est tout. Alors, nous avons dit que pour comprendre la méthode philosophique et sa particularité, il est d'abord important de comprendre la méthode scientifique. Notez, et puis je vais expliquer. La méthode scientifique est étudiée dans le cours de critique des sciences. La méthode scientifique est étudiée par le cours de critique des sciences. Critique des sciences, sciences au pluriel. Cette étude consiste à regarder faire les savants. La critique des sciences consiste à regarder faire les savants. Cette étude consiste à regarder faire les savants, virgule, à observer leur travail, aux prises avec ces divers objets, à observer leur travail, aux prises, O-A-U-X, prises au pluriel, aux prises avec ces divers objets. La critique des sciences n'étudie pas les objets des sciences. La critique des sciences n'étudie pas les objets des sciences. La critique des sciences n'étudie pas les objets des sciences,
Mais le projet de la science en travail de science. Mais le projet de la science en travail de science. Des sciences. Mais le projet de la science en travail des sciences. Mais le projet de la science en travail des sciences. À la ligne. Cette étude nous apprendra que la méthode scientifique dont le but est de déterminer la structure du monde, que la méthode scientifique dont le but est de déterminer la structure du monde consiste, cette étude nous apprendra que la méthode scientifique, il faut abréger scientifique. STFQ scientifique. Il faut abréger. Lorsque vous voulez écrire en toutes lettres, ça va vous compliquer la vie. Scientifique. Méthode. À vous d'inventer vos abréviations. Méthode. Chacun invente ses abréviations. L'essentiel est que vous puissiez retenir toute la pensée. Quand vous allez lire, vous saurez. Je peux continuer? Dont le but est de déterminer la structure du monde. Virgule, consiste, virgule, comme l'indique le terme de structure, comme CO, accent sur le O. Vous savez que c'est comme. Abrégez, inventez vos abréviations. Comme l'indique le terme de structure, virgule, à construire cet ordre de phénomènes naturels. 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 Virgule. À propos et à l'occasion des données sensibles. À propos et à l'occasion des données sensibles. À propos et à l'occasion des données sensibles,
qu'il s'agit pour la raison, à propos et à l'occasion des données sensibles, à propos et à l'occasion des données sensibles, qu'il s'agit, virgule, qu'il s'agit, virgule, pour la raison d'interpréter et de dominer point. Autrement dit, virgule, autrement dit, virgule, elle consiste à tisser des réseaux. Elle consiste à tisser des réseaux aussi serrés que possible. Elle consiste à tisser des réseaux aussi serrés que possible. Virgule. Elle consiste à tisser des réseaux aussi serrés que possible, virgule, des lois ou des déterminismes, 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 de lois ou des déterminismes de la nature, ou comme on dit encore, virgule, le système du monde. Les systèmes du monde. On nous dit que la science, je vais résumer, la science vise un but. Comprendre le réseau des relations qui explique un certain nombre de principes au monde, des principes de l'univers, des systèmes du monde. Donc la science a un souci, même double souci. Expliquer l'univers par la raison. Une fois ils parviennent à comprendre l'univers au moyen de la raison, deuxième élément, dominer l'univers. Il y a toujours ce souci de dominer, de contrôler, de maîtriser l'univers. Il y a l'idée du pouvoir. C'est pourquoi Francis Bacon dira quoi? La connaissance est un pouvoir. Nous avons dit au départ, les gens, quand la philosophie a commencé, quel était le souci des gens? Expliquer l'univers. Pourquoi il pleut? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi il y a une chose plutôt que rien? C'était ça leur souci. Et au départ, ils ont essayé d'expliquer ça comment? Par les mythes et des fables. Après, il y a eu ce que nous avons appelé la révolution grecque. Les hommes ont pris conscience qu'ils avaient un pouvoir en eux qui pouvait expliquer le réel. Et ce pouvoir, c'était la raison. Ils ont commencé à chercher des principes qui pouvaient expliquer l'univers. En troisième moment est arrivé Socrate, qui va dire
laisser la tâche d'expliquer l'origine de l'univers aux dieux. Nous occupons-nous de ce qui est à notre portée, à savoir l'ordre de sa conduite. Et nous avons dit que la préoccupation de la philosophie socratique conduisait à une morale rationnelle. Il fallait parvenir à un savoir vrai, n'est-ce pas, en vue d'un agir juste. Les autres vont venir, Platon, Aristote, etc., etc. Après, nous arrivons au Moyen-Âge. On dit, non, toi, philosophie, aide-nous à rendre la foi chrétienne raisonnable. On engage la philosophie au service de la théologie. Au Moyen-Âge, l'orientation philosophique n'est qu'une orientation théologique. Et puis après, nous arrivons à la Renaissance, au temps moderne. La philosophie va s'émanciper de la tutelle de la théologie. Elle remet en place sa mission critique. Elle va se donner comme tâche critiquer la religion orthodoxe. Et ça va bouleverser la théologie. La théologie doit se débattre pour justifier sa pertinence et sa raison d'être. D'où les théologiens vont s'engager dans un dialogue avec le philosophe. Après, nous allons au postmodernisme. Mais là encore, ce n'est pas facile à définir quand ça commence, parce qu'il y a des gens qui pensent que nous continuons avec la modernité. Les autres pensent que nous sommes déjà dans le postmodernisme depuis Karl Marx. C'est le développement de la philosophie, développement historique de la philosophie, vous devez la voir, parce que j'y reviendrai. Oh. Papa, moi je reviens à ça plusieurs fois, vous pensez que c'est pour rien. Il y a une sur la philosophie, symbole. Histoire. Il y a une histoire de la philosophie. Et puis, on va la philosophie. Et bandé, bandé, kino lelo. Expliquez-moi, Nanayo. Il faut expliquer bien. Pour ceux qui ont déjà dans la 6e année, pour les gens philosophie, ceux qui ont été en moni papa, Zoro, va m'accompagner dans ces ratés. La philosophie. Citez-moi quelques noms des hommes qui étaient à la base de la révolution grecque en philosophie. Quelques noms. Baya qui après. Baya qui après. Citez-moi quelques noms des gens qui étaient à la base, ou bien qui étaient à la base de la révolution grecque en philosophie. O babana oluka, makambo banda ndenge nini ba pasteur. O balembi na bango likambo expliquer makambo nyonso na portabe, esika bazoluka ko expliquer mona ba principe. Bamso balobi le feu, bamso balobi l'eau, bamso balobi l'air. Batongo banani. Babengi bango pe ba pré-socratique, bayaka avant Socrate. Natanga ki bango. Hein? Hein? Anaximandre, Anaximène, Héraclite, Parménide, Pythagore, Héraclite. Bon, moi, je le Congo.
sikoyo soki bakomi batangelanga na ntangi awa na alinye bakombo bato na bie na yo pointenga kaka baprésocratique na kotia na Karl Marx na kotia Paul Ricoeur na kotia na Descartes na Kagame. Il y a un philosophe qu'on appelle Kagame. Na kotia na Bienfouille Liambwanga. Ondelanga na liste bato yo bato bazalaka tango révolution grecque esalemaka. Ngano banoti avant Socrate, pour ceux qui n'appellent pas avant Socrate, tango révolution grecque esalemaka na philosophie. Je disais donc que la science veut comprendre la nature, découvrir les lois qui expliquent les phénomènes naturels dans un monde fermé. Parce qu'on dit toujours que la recherche scientifique s'inscrit dans sa vision déterministe. C'est-à-dire que les scientifiques ne croient pas à des forces métaphysiques. Tout ce qui est dans la nature doit s'expliquer par la nature. On doit chercher les raisons dans la nature, sans évoquer les dieux, les esprits. Non. La vision du scientifique est une vision déterministe, c'est-à-dire excluant l'intervention du monde métaphysique. Alors, dans sa quête de chercher à expliquer les phénomènes naturels, il va chercher à détecter, à tisser un réseau de relations entre la nature et le phénomène. Ce qui va l'amener à observer, à analyser, jusqu'à dégager des lois. Lorsque la science parvient à dégager les lois qui expliquent le phénomène, il va commencer à les confronter à la réalité. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Lorsque ces lois sont vérifiées, elles deviennent des théories. Donc la finalité de la science, c'est de produire des théories. Et l'importance des théories, c'est de nous donner l'explication des phénomènes naturels et même sociaux. Alors, pour y arriver, les scientifiques commencent par construire ce qu'on appelle quoi, l'hypothèse avec des variables. C'est cela le cadre théorique. Il construit d'abord le cadre théorique et puis après, il va passer au cadre expérimental qui est le cadre empirique. Si sa théorie est vérifiée par son étude empirique, ça devient une théorie. Le but de toute science est la production des théories. C'est ça la finalité de la science. Produire des théories. Ce sont des théories. Est-ce que je me suis fait comprendre? Nous avons des théories, nous avons des lois. Mais généralement, pour arriver à la production des théories, il y a des phases à suivre. Bien. Nous allons continuer.